Bonsoir. Merci d'être là par une température aussi froide. Mon nom est Gaétan Lessard. Je suis de formation géomorphologue. Quand Christian m'a demandé de faire la présentation de 10 000 ans d'histoire, évidemment dans l'axe de l'archéologie aussi, parce que j'ai eu de nombreuses collaborations avec des archéologues, à la fois Archéo 08 ici en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi du côté de la baie James avec David Denton, responsable des recherches archéologiques pour les cris, le Grand Conseil cri de la baie James. J'ai travaillé aussi à l'occasion avec des archéologues, des anthropologues et des paléontologues du Mexique à partir d'images satellites pour trouver des sites. Donc, j'ai côtoyé ces gens-là, ces chercheurs-là, et la présentation que je vais vous faire pour la partie géomorphologique, bien évidemment, c'est à partir de mes connaissances, mais quand on va arriver dans le domaine archéologique, c'est le fruit de ma collaboration, à la fois dans les bulletins de recherche. Je n'ai amené un que vous pourrez regarder, là, mais ils sont tous à peu près dans le même format. Mes collaborations à rédiger ces rapports-là et les archéologues, anthropologues que j'ai côtoyés. Donc, 10 000 ans d'histoire du territoire, évidemment, mon domaine de connaissance étant plus sur le relief, je vais d'abord faire le focus sur cet aspect-là. Alors, on commence. Évidemment, ça s'appelle 10 000 ans de territoire en Abitibi-Témiscamingue, mais la notion de territoire en géomorphologie, c'est pas... les frontières n'existaient pas à l'époque des derniers événements glaciaires, entre autres. Donc, pour ceux qui ne... Bon, la géomorphologie, qu'est-ce que c'est au départ? Hein? Ça fait partie des sciences de la Terre. Et comme ça demande une vision quand même assez large, ça demande des connaissances en chimie, en physique, en bio, mais aussi dans d'autres domaines plus proches des sciences humaines, l'anthropologie, l'archéologie, dans mon cas à moi. Donc, la géomorphologie, c'est l'étude des formes du relief terrestre, à la fois dans les causes et les formes qui en résultent, les processus qui ont amené à leur mise en place. Pour connaître les bases, il faut partir aussi du fait que on est en Abitibi-Témiscamingue et que le socle rocheux de l'Abitibi-Témiscamingue, je suis certain que je vous apprendrai rien quand on dit que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est du neuf bâti sur du très, 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 très vieux. Okay? Si on admet que la Terre a 5 milliards d'années, okay, les astrophysiciens parlent maintenant plutôt de 5,5. 5,5 milliards d'années, c'est juste 500 millions d'années. Là, on va pas on va pas faire de chichi avec ça. Mais ici, le bouclier, on est dans le 2,5, 2,7 milliards d'années. Okay? Et pendant tout ce temps-là, le socle, il a eu le temps d'être passablement affecté par les agents, l'érosion, les agents de façonnement, accumulation à sa surface. Actuellement, le bouclier canadien a une épaisseur autour de 23 km d'épais. Okay?
dans les prairies, le bouclier est plus présent. Okay? Le bouclier, ça fait une espèce de gros G, okay? Qui couvre l'Abitibi, le Québec, l'Ontario, une bonne partie du Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, jusqu'aux terres de Baffin. Okay? Pour les étudiants, je lui disais, souvenez-vous, un gros G, c'est comme Gaétan. Okay. Donc, le socle, il est très, très vieux. Ce qui est arrivé, c'est que les derniers événements, il y a eu plusieurs événements, là, je ne vous les passerai pas tous en revue, là, mais les derniers événements majeurs qui ont marqué le paysage, ce sont les glaciations. Ce qui arrive avec les glaciations, on va le voir tantôt, là, après le passage, il ne reste pas grand-chose. OK? Ou ce qui restait est pas mal effacé. Okay? Donc, ensuite, ce qu'on va voir, c'est l'évolution qui s'ensuit sous l'effet des agents de façonnement. Et puis, finalement, ben, l'optique de ma présentation, c'est de faire le pont entre la terre un peu ingrate que nous a laissé les glaciations et l'occupation progressive du territoire quand il est devenu propre à recevoir des populations. Bon, on va faire le focus sur le quaternaire. Au cours du quaternaire, le quaternaire, c'est les 2 derniers millions d'années. Et les 4 glaciations qui ont affecté le territoire chez nous, mais à bien des endroits jusqu'aux États-Unis, ben eux, ils datent des 500 000 dernières années. Okay? Ça va toujours être écrit 500 000 ans avant AA, avant aujourd'hui. Pour que vous sachiez qu'aujourd'hui, c'est 1950. Okay? On rajoute 75 ans, puis c'est correct. Okay? Les 4 dernières glaciations. Bon, dans l'hémisphère nord, que ça soit ici ou que ça soit en Europe ou ailleurs dans le monde, les glaciations, ils correspondent. Okay? Les dernières glaciations sont cycliques sur une base d'approximativement 100 000 ans. Okay? Et un peu plus, 110, 105 000 ans, grosso modo. Les glaciations, là, la dernière, c'est celle du Wisconsin, qu'on appelle la glaciation wisconsinienne. Ça, c'est la dernière qui nous a affectés. Mais avant, il y a eu l'Illinois, il y a eu le Kansas, il y a eu le Nebraska. Entre les deux, c'est ce qu'on appelle des interglaciaires. Okay? Dans les interglaciaires, le climat, il revient à peu près à ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qui est fatal avec les glaciations, c'est que chacune modèle le territoire puis efface les traces de la précédente. Donc, il nous est arrivé souvent, quand je travaillais à l'occasion pour Archéo 08, ça a toujours été une collaboration chercheur au début. Puis après ça, ben, j'ai fait partie du conseil d'administration. Mais on recevait un appel où les géologues, les archéologues d'Archéo 08 recevaient un appel. Là, c'était un citoyen qui disait il y a une trace de dinosaure en arrière de chez nous. Fait que là, on partait, puis on allait voir. Évidemment, les dinosaures, c'était pas à l'époque où le bouclier s'est formé. C'est bien après. Okay? Donc, mais on allait voir par curiosité pour voir qu'est-ce que les personnes avaient vu. Bon, ça finissait toujours par être un phénomène naturel, d'érosion des roches, parce que les roches n'ont pas tous la même dureté. Les parties tendres sont enlevées, puis des fois, ben, les parties tendres, on dirait des orteils de dinosaures. Bon. Mais aussi, des fois, on me disait, ben, il y a des écritures phéniciennes dans la roche. Par curiosité, on allait voir.
OK? À la baie Coron, si vous allez à la baie Coron, le dernier quai qui correspond à Saint-Roch-de-Bellecombe à l'époque, là, vous en allez vers le fond de la baie, là, et à un moment donné, vous allez voir des parois, là. La géologie a fait des merveilles, là. OK? La différence entre les roches de dureté plus grande et de dureté moins grande, on jurerait qu'il y a quelqu'un qui a dessiné, qui a fait quelque chose là, mais c'est naturel. Bon. Les dernières glaciations sont sur une base cyclique de 100 000 ans. Maintenant, si avant, il faut que je vous dise qu'avant les 4 dernières glaciations, il y avait des glaciations à peu près aux 20 000 ans. OK? Il y avait un cycle de refroidissement aux 20 000 ans. Ça ne produisait pas les grands glaciers continentaux qu'on a eu, qu'on a eu dans la dernière période. OK? C'est pas venu aussi gros, mais il y a eu des refroidissements. Maintenant, on est rendu aux 100 000 ans. Pourquoi des glaciations cycliques? Quelques explications. OK? La principale explication, elle vient des paramètres orbitaux. Ce qu'on a toujours, ce qu'on appelle en géomorphologie, les cycles de Milankovitch. Okay? C'est la Terre, son orbite est pas toujours ellipsoïde. Puis elle n'a pas toujours eu cette grandeur-là. Okay? Parfois, c'est pratiquement circulaire. Quand c'est pratiquement circulaire, ben, ça a un impact sur le climat mondial. Aussi, ce qu'on appelle l'obliquité, c'est que la Terre est sur un axe et cet axe-là change. L'ellipse autour du Soleil, elle varie sur un cycle d'à peu près 100 000 ans. L'obliquité sur un cycle d'à peu près 41 000 ans. Et, comme si c'était pas assez, il y a aussi ce qu'on appelle la précession. C'est-à-dire que la Terre, elle tourne sur elle-même, mais c'est pas comme une pomme avec une baguette plantée dedans, là, puis finalement, vous la faites tourner, c'est toujours sur le même axe. Ben non, elle se promène un peu comme une toupie. OK? Et le cycle serait plutôt de 26 000 à 21 000 ans. Tout ça, OK, en combinaison, fait que on a eu des glaciations toutes les 100 000 ans. Maintenant, les astrophysiciens nous disent, si on serait dans un cycle normal, dans 11 000 ans, il faudrait se préparer à un nouveau refroidissement. Bon, mais ils vont nous dire en même temps, bon, on pense que le cycle, il est plus de 100 000 ans, il est peut-être plus de 150 à 200 000 ans. Ça va peut-être nous donner quelques années de plus. Mais tu sais, 1000 ans, en tout cas pour des gens habitués à l'histoire, vous êtes branchés sur l'échelle historique. Ben 1000 ans, c'est au moins 30 à 40 générations d'hommes, ça là. OK. Donc, d'ici à ce temps-là, on aura peut-être trouvé une solution, ou on pensera trouver une solution, mais normalement, si on suivait un cycle de 100 000 ans, dans 11 000 ans, la température mondiale commencerait à descendre. Bon. Sous toute réserve, les astrophysiciens nous disent déjà que ça va peut-être être plus long que ça. Bon. Le portrait à la dernière glaciation. Okay? Le portrait de la glaciation wisconsinienne. Okay? Là, on a un glacier continental. Okay? Un glacier continental, on appelle ça un inland ice. Okay?
L'inlandsis laurentidien, celui qui nous a affecté le plus, c'était un inlandsis à 3 cœurs. 3 zones d'accumulation. Okay? La glace, non, on va commencer par la neige se transforme en glace. La glace est un liquide qui se comporte comme un solide, ou l'inverse. Là. Voyez ça comme vous voulez. Mais pour expliquer comment progresse un glacier, là, je disais à mes étudiants, il y en a qui vont se reconnaître, imaginez une grosse batch de crêpes, bien épaisse. Puis là, vous avez une poêle, puis vous versez tranquillement votre pâte à crêpes au milieu de la poêle. Bon, elle ne restera pas là. En fonction de la densité du liquide, elle va s'étendre, et même si vous mettez des raisins ou des pépites de chocolat là-dedans, ça va les pousser. Okay? Et à un moment donné, si vous continuez à en mettre, elle va sortir de la poêle, même si la poêle, elle a des rebords escarpés. Ben, glacier, c'est comme ça que ça avance. Il y a un centre d'accumulation. Quand la glace vient suffisamment épaisse, 1000 mètres, 2000 mètres, okay, on sait que le dernier glacier avait à peu près 3000 mètres. Okay? À peu près l'épaisseur du Groenland actuellement. Donc, la glace avance de cette façon-là. Mais si la glace avance à partir d'un centre d'accumulation, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis Rouyn-Noranda ici, là. Le petit point rouge, là. OK? Finalement, il couvre peut-être toute la MRC, mais en tout cas. OK? Il y a 3 centres d'accumulation. Celui-là, c'est le centre d'accumulation du Labrador. Celui-là, c'est celui des terres de Baffin. Et celui-là, à cheval sur les frontières des provinces des Prairies et des territoires du Nord-Ouest, on l'a appelé le Keewatin. Donc, vous avez 3 cœurs. Ici, celui qui nous a affectés, on voit des petites flèches ici qui s'en viennent vers ici. Pour nous, la glace, elle arrivait du nord-est. Mais dans la vallée du Saint-Laurent, la glace, elle arrivait du nord. Mais à la baie James, OK, la glace, elle arrive de l'est. Puis au Labrador, elle arrive de l'ouest. Puis pour les gens de la baie d'Ungava, ben c'est encore quelque chose qui arrive du sud. OK? C'est jamais bon quand ça arrive du sud, pas Mais c'est pour dire que notre perception est qu'un glacier arrive du nord, immanquablement, mais c'est pas le cas. Puis en plus, nous, en Abitibi-Témiscamingue, on a un cœur pour l'inlandsis laurentidien là, puis on a un là. À un moment donné, ces 2 centres d'accumulation vont venir se rejoindre sur notre territoire. Et ça va nous donner une moraine interlobaire d'Arikana, entre autres. Okay? Parce que un glacier, ça pousse du matériel au fond, en avant et sur les côtés. Quand 2 moraines de côté se rejoignent, on appelle ça une moraine interlobaire. Mais ça prend 2 lobes pour ça. Mais ici, on a la baie James et la baie du Tson. Un glacier, quand ça arrive sur des zones où il y a de l'eau, il s'amincit, puis il devient de plus en plus vite. Il n'y a pas de résistance autant que quand il est sur la terre ferme. Donc, c'est pour ça que dans les derniers moments du glacier, ici, on va vraiment avoir 2 lobes. 2 lobes du glacier. Celui qui arrive des territoires du Nord-Ouest et celui du Labrador. Ils viennent se rencontrer ici, en Abitibi, comme ça. Ils suivaient la vallée
de l'Outaouais. Bon, j'espère que la photo est assez bonne, là. OK? Bon, je m'excuse, là, elle est en français, là, mais ici, les dates sont données en anglais, là, BP, là, Before Prison, mais c'est des dates avant aujourd'hui, la même chose. Okay? Bon, voilà 14 000 ans, ben, le glacier, il commence à fondre. Puis un glacier qui fond, ben, le front du glacier, il recule. Mais l'idée qu'un glacier recule, ben, c'est pas parce qu'on appelle ça une langue glaciaire, là, que c'est comme la vôtre, là, puis qu'elle recule. Un glacier, ça fond, c'est incapable de reculer. OK? V'là 12 000 ans, la vallée du Saint-Laurent commence à être dégagée. Okay? Ce qu'il faut commencer à noter tout de suite, c'est que du côté des prairies, il y a une zone ici qui, dès 12 000 ans, est dégagée. Mais elle l'était aussi. Il y a un corridor de dégagé ici, il y a 14 000 ans. Okay? Ça permet, entre autres, à la faune et à tout ce qui mange la faune de pénétrer sur le territoire par ce corridor-là. Okay? 8000 ans, 8200 ans avant aujourd'hui, okay, les provinces des prairies sont à peu près complètement dégagées. Il reste un peu de glacier du côté des Rocheuses et tranquillement, le Québec, l'Ontario est en train de se dégager. Mais déjà, OK, sur la baie du Thon, il n'y a plus de glace. Elle est toute partie en iceberg, OK, elle a fondu. Elle est déjà partie. Puis, 7500 ans avant aujourd'hui, OK, toute l'Abitibi est dégagée et il ne reste qu'un culot, un glacier résiduel sur le Labrador. Il va finir de fondre à peu près il y a 5000 ans. OK, 4500 ans. Mais, je vous ai dit que j'avais collaboré avec David Denton du Grand Conseil CRI. Okay? Et à cette hauteur-là, vis-à-vis Poste de la Baleine, on a trouvé des sites dont les datations remontent à 4000, 5000, presque 6000 ans. Ça veut dire que pas longtemps après le départ de la glace, l'occupation humaine a déjà commencé. Okay? Par ici, il est entré une grande population qu'on a appelée les Clovis, okay? Qui se sont séparés pour faire les Tuliens et les Amérindiens, les Autochtones, des Algonquins principalement, mais d'autres nations aussi. Ils ont donné naissance aux Cris aussi. Les Cris ont toujours occupé comme le haut des provinces des prairies. Donc, on a au-dessus d'eux les Tuliens, mais on a des gens dont l'origine est pas très claire, là. Ça s'appelle des Dorsetiens et ils étaient là presque avant les Clovis. OK? Et actuellement, OK, les Dorsetiens ont disparu il y a à peu près 500 ans. Les Tuliens, les ancêtres des Inuits actuels, auraient comme poussé vers le nord les Dorsetiens et laissé la place quand même aux Cris, dont les habitudes sont plus d'être chasseurs, mais chasseurs d'oiseaux migrateurs, entre autres.
et d'espèces vraiment des herbivores comme le caribou de la bande du nord, de la toundra arbustive ou puis de la toundra comme telle. Il resterait chez les Inuits du Groenland et ceux de l'extrême nord du Canada, 20% du génome dorsétien. Mais on considère que les dorsétiens ont disparu. Il y a eu probablement des mélanges avec les Tuliens, les Inuits qui occupent présentement là, les îles et le nord du Québec. Mais les cris qui viendraient juste en dessous, et après, ben, on a surtout une population algonquienne, excusez. Et plus bas, ben, on a les Iroquois, puis entre les deux, ben, on a des Hurons-Wendat, OK? Qui sont des descendants des Iroquois, mais allez jamais lui dire ça. OK? Bon, on arrive en Abitibi. OK? Plus ou moins 9000 ans avant aujourd'hui, on a la vallée de l'Outaouais qui a commencé à se dégager. Le glacier a avancé jusque dans cette région-ci et a laissé du matériel, des moraines, entre autres, des esquerres, parce qu'en fondant, les anciens lits de rivière qui coulaient sur le glacier et en dessous du glacier, ben, une fois que le moule est parti, les dépôts qu'il y avait là, ils arrivent au sol. Okay. Vous voyez le lobe qui est nourri par le cœur le centre d'accumulation côté Labrador, et vous voyez ici la partie qui est alimentée par le centre d'accumulation qui est plutôt sur les territoires du Nord-Ouest et proche de la baie James. V'là 8000 ans, 8600 ans, ben, on a le lac Ojibway, mais on a le lac Barlow qui maintenant s'est dissocié du lac Ojibway-Barlow. Ils étaient ensemble, mais à peu près autour de 8600 ans, ils se sont séparés. Donc, il y a déjà des parties de terre ici qui ne sont pas submergées. Qu'est-ce qui retient le lac ici? Ben, c'est la ligne de partage des eaux. Vous allez me dire, la ligne de partage des eaux, on sait c'est où qu'elle est, là? Ben, OK. La prochaine diapositive va vous en dire un petit peu plus sur le rôle du poids du glacier sur l'écorce terrestre. Le poids du glacier. Vous avez tous entendu dire, je vous apprendrai probablement rien, que New York s'enfonce, Mexico aussi, sous le poids de la charge qui est concentrée sur l'île de Manhattan et sur la ville de Mexico. Bon, il y a le poids, mais il y a aussi le fait que à Mexico, on pompe la nappe phréatique, puis on crée des vides, puis ça s'enfonce. Okay. La croûte terrestre, elle répond de la même façon. Le poids d'un glacier de 2 km, 3 km d'épais, c'est quand même très important. Okay. Ça crée une dépression, okay, qui, lorsqu'on va enlever le poids, va se rétablir. Mon professeur de géomorphologie, de quaternaire, il nous donnait toujours l'exemple de 2 glaçons d'un verre de gin. Okay. Si vous prenez 2 glaçons, vous les mettez côte à côte, il y en a juste un petit bout qui va dépasser. Mais si vous prenez les 2 glaçons, vous les mettez un par-dessus l'autre, il y en a un que vous ne verrez plus, mais celui que vous allez voir, il va être pas mal plus haut au-dessus du niveau. Bon, ben,
considérant que la croûte terrestre, elle flotte d'une certaine façon sur une base visqueuse, le manteau, qui est quand même de la roche qui est en fusion, qui se comporte comme un liquide, ben la croûte terrestre, elle réagit exactement de la même façon. Le bouclier, le glacier s'enlève, ben la croûte terrestre, elle reprend sa place. Mais entre-temps, l'eau de fonte du glacier, elle s'accumule dans un lac devant le glacier et la ligne de partage des eaux ou le matériel morainique l'empêche d'aller plus loin. Okay? Donc, on se retrouve avec un lac glaciaire et là, tranquillement, la croûte terrestre est en train de remonter. Okay? La quantité d'eau qui arrive de la fonte et le lac qui n'arrête pas de s'agrandir va faire que la variation du niveau du lac est quand même assez grande. Okay? Mais s'il y a des îles dans ce lac-là, plus le lac s'agrandit, plus le glacier recule, plus la croûte terrestre remonte, ben, les indices des plages qui sont sur les îles, les collines qui émergent de ce lac-là, parce que ce lac-là n'est pas nécessairement bien profond. Okay? Il y a 100 mètres ou moins de profondeur. Il est grand. C'est pas de l'eau bleue, hein? Comme au pied du lac Louise, là. Non. C'est une eau qui est déjà chargée de beaucoup de matériaux en suspension. Okay? Si vous prenez une pelletée de matériel de gravel mix, vous y donnez un bon élan dans l'eau, vous envoyez ça dans l'eau, les grains, le gravier qui est plus grossier va tomber tout de suite presque en contact avec l'eau. Le sable, si vous avez donné une bonne swing, il va aller un petit peu plus loin, mais vous allez avoir un paquet de sédiments qui va être en suspension. Les argiles, les limons, puis ils vont aller se déposer plus loin. OK? Ils vont même attendre que les eaux se calment, comme en hiver, quand il y a de la glace qui se forme sur le dessus du lac. Parce que là, OK, on parle de glacier, il reste toujours un été puis un hiver, là. OK? Puis il y a de la glace en hiver sur le lac Ojibwe-Barlow. OK? Fait que là, le lac est calme, l'argile en profite pour descendre au fond. OK? Et ça nous crée des bonnes épaisseurs d'argile, d'autant plus qu'il ne manque pas de matériel fin. Après 4 glaciations, là, OK? Le matériel fin, il ne manque pas. Okay? Bon. 8600 ans, on a encore un lac. Mais il y a 8000 ans, le lac est un petit peu plus haut que la baie du Tson, qu'on continue à appeler la mer de Tyrrell à cette époque-là, là, mais elle est un petit peu plus haut. Et là, les torrents, au lieu de couler vers le lac Ojibwe-Barlow, ont déjà commencé à couler vers la baie du Tson. Mais quand la glace libère la baie James, c'est comme si vous auriez tiré le bouchon du bain. OK? Là, la vidange du lac se fait on estime, autour de 50 ans. Le lac s'est maintenu pendant 2000 ans. Ça a pris 50 ans à le vidanger. OK? Donc, une fois que le lac est vidangé, il nous reste quoi sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue? Bon, on sait qu'il y a des moraines. Ça, les petites ligues en chevron, là, ce sont des esquerres. Mais on sait qu'au fond du glacier, il y a de la moraine, du til. Le matériel, c'est le til, la moraine, c'est la forme.
OK, sur une certaine épaisseur. En plus, ce île-là, compacté par 2 km, 3 km d'épais de glace, ben, il est bien compacté, il est imperméable. Okay. Donc, on a ça comme fond, mais après, on a eu un lac, puis le lac nous a laissé ce qu'on appelle la ceinture d'argile. Ben, la ceinture d'argile, l'argile est venue se déposer par-dessus tout ça. Okay? La qualité de l'eau dans nos escarres est en grande partie due à ça, parce que nos escarres, ils sont enséchés dans l'argile. Ça en fait des tuyaux de canalisation, de filtration impeccables. Puis l'eau reste dans l'escarre parce qu'elle est dans une gaine d'argile. Okay? Mais les eaux du lac Ojibwe ont quand même brassé un petit peu la moraine interlobaire d'Arikana, à tel point que quand vous allez échantillonner, admettons pour un géomorphologue, là, la moraine d'Arikana, puis qu'après ça, vous allez échantillonner l'escarre de Villemontel, vous êtes bien mieux d'identifier vos sacs parce que le matériel va se ressembler drôlement, parce que le lac a lessivé, a brassé pas mal le dessus de la moraine interlobaire. Puis comme la moraine interlobaire s'est mise en place, il y avait déjà pas mal d'eau sur les bords des langues glaciaires, ben on a une moraine interlobaire qui ressemble drôlement à un escarre. OK? Mais au microscope, là, on est capable de compter le poli, on est capable d'observer le poli sur les roches et dire, ah non, c'est plus transporté par la glace que par l'eau. Puis après ça, ben, du côté de l'escarre de Villemontel, ah oui, plus par l'eau que par la glace parce que les petites greffings sont pas mal assouplies. Là, bon, mais ça nous donne quoi comme nouvelle terre? C'est vraiment le cas. OK? On a du sable, on a de l'argile, on a des plages. C'est pas mal tout nu. OK? C'est vrai, mais il ne reste plus rien. Okay? Donc, après le retrait de la glace et la vidange du lac, donc il y a à peu près 8000 ans, on se retrouve avec une bonne partie du territoire régional qui est à nu ou presque. Imaginez le fond d'un lac, là. On vide le lac Beauchâtel, juste pour voir. Puis on va aller voir qu'est-ce qui nous reste. OK? OK? Vous n'oserez pas mettre le pied là-dedans parce que ça va s'enfoncer pour un bout. Mais vous vous dites, c'est pas demain qu'on plante des patates ici, là, parce que il n'y a pas grand-chose. Le passage des glaciers a adouci tout ce qui dépassait, puis a rempli toutes les crues, toutes les vallées avec du matériel. OK? Ça l'aidait d'ailleurs à avancer. Du côté où les collines faisaient obstacle, il les a grugés. L'autre bord, ben, c'était plus nécessaire, il passait par-dessus. Fait que nos collines ont toujours une espèce d'aspect, là, un côté en pente douce sur un bord, puis abrupt sur l'autre côté. OK? Quand vous êtes, admettons, sur le lac, au lac Oppasatika, montez dans les sentiers au Oppasatika et regardez vers l'ouest et le profil de ce qu'on appelle les roches moutonnées ou les collines moutonnées va vous apparaître là, assez facilement. La montagne du Lion, Kanasuta. Il y a le mont Chaudron qui est un petit peu une exception là-dessus, mais on va y revenir. Okay? Bon, là, OK. Après, on se retrouve avec absence de végétation pour des grands bouts. Pas partout, parce qu'il y a eu des îles. Puis sur les îles, il a commencé à y avoir de la végétation. Puis sur les bordures du lac, la végétation a déjà commencé à être présente. Mais on est comme sur un sol à nu. Les palynologues, OK, ont trouvé le terme afforestation, qui est l'inverse d'une déforestation,
OK, pour dire qu'on repart la forêt de zéro. OK, vraiment de zéro. Il n'aime pas le terme reboisement parce que ça sous-entend qu'il y a eu une forêt. Mais là, il ne reste plus rien. Il ne reste plus absolument rien. Quand je vous ai parlé tantôt des 4 glaciations, puis quand les 4 glaciations, il y avait eu une période de réchauffement, une forêt qui était venue et tout ça, bien, probablement que le territoire a été occupé par des animaux, par des humains, mais la dernière glaciation a tout effacé. Entre chacune, on repart l'ardoise à zéro. Okay? Donc, probablement que le territoire a eu des occupations plus vieilles que ça. Mais les seuls qui nous restent vraiment, c'est ceux depuis la dernière glaciation. Mais au début, quand on faisait des recherches archéologiques ici, les gens, les archéologues surtout, ils nous disaient, vous perdez votre temps. Voyons donc, vous aviez de la glace, après ça, vous avez eu de l'eau et des populations ici, oubliez ça. Puis avec le territoire que vous avez, il n'y a même pas de ville, il n'y a pas de village. Vous allez les trouver où, vos sites archéologiques à fouiller? Fait que on partait avec 2 balles, puis rien qu'une autre à tirer. Fait que quand même, on s'est bien débrouillé. Donc, afforestation. Évidemment, du moment qu'il commence à y avoir un peu de végétation, un peu de forêt, ben après ça, on peut penser à une occupation progressive par la faune, puis éventuellement par l'humain. Okay. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand le sol est à nu? Heureusement, on a des amis, des scientifiques qui s'intéressent à la palynologie. La palynologie, c'est l'étude des pollens. OK? Ça, là, c'est gros, là, comme, OK, 10 micromètres. En tout cas, bref, OK, le professeur de palynologie nous dit, vous prenez un cheveu, vous le coupez en 4 dans le sens de la longueur, évidemment. OK? Vous prenez ça, vous passez ça dans le moulin à café. Ce qui reste, OK, vous mélangez ça à de l'argile, puis un petit peu d'eau, vous faites une lame avec ça, puis vous essayez de reconstituer le cheveu. OK? C'est à peu près ça. OK? Un pollen, bon, c'est très petit. Tous les printemps, votre char se couvre d'un petit pollen jaune. OK? Bon, ben, c'est ce pollen-là qui nous aide à reconstituer le retour progressif de la végétation. Okay? Alors, chaque pollen de chaque plante est un peu comme son empreinte digitale. Okay? Il y a une forme particulière, il y a une taille particulière, il y a des éléments qui permettent de l'identifier comme il faut, puis de dire, ça, c'est un pollen de bouleau, ça, c'est un pollen d'érable, d'érable, ou d'épinette noire, ou d'épinette blanche, de sapin. OK? Chaque arbre a un pollen qui se distingue des autres. Okay? Les plantes aussi, les plantes herbacées. Okay? Les arbustes, même chose. Toutes les plantes, à peu près toutes les plantes, ont un pollen différent, ou s'il n'est pas tellement différent, on est capable au moins de dire à quelle famille il appartient. C'est un herbacé, c'est un petit arbuste, c'est un lichen, OK? Tout. OK? Faut être drôlement patient. Faut être drôlement patient pour s'intéresser au pollen. OK? Il y a une autre gang aussi qui est bien patiente, là. C'est ceux qui étudient les petits mollusques dans l'eau, là, qu'on appelle les foraminifères. Ça aussi, là, tu sais, c'est comme du zooplancton, puis c'est encore plus petit que le zooplancton, là. OK?
Il y a juste eux autres et les baleines pour s'intéresser à ça, là. Mais ils vont nous renseigner quand même sur la température de l'eau, quelle température avait l'eau, puis qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. J'ai pris l'exemple des pollens, OK? Parce que il y a des gens qui ont été bien actifs dans la région, mais partout au Québec, qui ont fait des transects, qui ont pris du pollen dans des carottes, OK, dans des lacs, entre autres. On peut en prendre dans la glace actuellement, hein, puis c'est la même chose. Ils sont stockés là. Mais puis là, ils vont réussir à nous définir la température, le climat, qu'est-ce qu'il y avait comme végétation à cette époque-là. Bon, comment est-ce qu'on procède? Et on procède par carottage. On va dans un lac, on envoie une sonde, une carotteuse au fond. Ça peut être un tube, ça peut être... Okay. On l'envoie au fond, puis après ça, on relève ça et on va l'étudier par strate. OK? Parce que une strate se dépaisse, c'est peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans. OK? Donc, on va avoir une image à un temps donné. Donc, on va pas analyser toute la colonne d'un coup. On va y aller par étage, par strate. Okay? Ça va nous donner ce qu'on appelle un diagramme polynique. OK? Donc, on a la profondeur ici, mais on a l'âge qui correspond à la profondeur parce que, dans certains cas, on a été capable de le dater, la profondeur, puis de savoir que ici, on est à 6300 ans avant aujourd'hui, puis qu'ici, on est à 2100 ans avant aujourd'hui, puis, OK, à cause du carbone 14. Mais pas juste du carbone 14, parce qu'on utilise plus qu'un isotope. Souvent, on va utiliser l'oxygène 18, entre autres, et d'autres isotopes pour avoir une idée le plus précise possible de l'âge de la profondeur. Donc, par densité de pollen, on va faire des strates. OK? À cette époque-là, c'est ça qu'on a comme plante. À cette époque-là, c'est ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, en même temps, il faut tenir compte du fait que tous les arbres ne produisent pas, ou toutes les plantes ne produisent pas autant de pollen que d'autres. Donc, il faut tenir compte d'un rapport par rapport à l'espèce. Okay? Les pins gris et les bouleaux vont vous produire une quantité phénoménale de pollen, mais le tremble un peu moins. Ce qui fait que dans un décompte ici, si on décompte moins de 30, ça ne veut pas dire que la forêt compte moins de 30. Fait qu'on applique un rapport de proportion, connaissant que il y a des arbres qui produisent plus de pollen que d'autres, pour dire, bon, non, à cette époque-là, il y avait telle espèce, telle espèce, telle espèce, à peu près dans ces proportions-là. OK? Donc, ça va nous apprendre que, par exemple, ici, en Abitibi-Témiscamingue, ça, c'est j'ai pris un diagramme polynique typique, là. C'est pas nécessairement un de la région ici. Ça va nous apprendre que au début, les espèces qui rentrent ici, c'est principalement l'épinette, hein, le pin gris et le tuya, le cèdre. Le cèdre était beaucoup plus abondant anciennement, OK, que maintenant. OK? Le tremble était pratiquement absent. Parce que ce que nous apprend les diagrammes polyniques aussi, c'est qu'une espèce comme le tremble a pris bien du temps à rentrer dans la région parce que le climat après le retrait du glacier était très, très, très rigoureux. Plus rigoureux que le climat actuel de la toundra au Nouveau-Québec, au Nunavik. Okay? Ça y a pris du temps. Mais évidemment, le glacier a reculé, puis finalement, le climat s'est amélioré. Mais
ça nous apprend ça, entre autres. OK. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si je l'ai écrit quelque part, mais dans ces diagrammes-là, ce qu'on apprend aussi, c'est que deux espèces ont joué un rôle assez important. L'aune crispée et le mérique baumier. OK? Ont joué un rôle, comme ils colonisent assez rapidement les bords de lac, par leur ramure et tout ça, ils créent ni plus ni moins qu'un tamis qui permet d'accumuler de la matière organique qui flotte, mais aussi les graines des arbres. Et finalement, ça va être des agents importants dans la colonisation et dans le retour de la forêt. Okay. Comme je vous ai dit, le tremble il a pris du temps à venir à cause de la rigueur, ce qu'on appelle, on déduit la rigueur du climat. Mais il y a aussi le fait que le tremble, c'est considéré comme un arbre de transition. Okay? Le tremble, 80 à 100 ans, c'est pas mal son max à lui. Okay? Alors qu'il y a d'autres espèces beaucoup plus résistantes qui vont durer pas mal plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le glacier qui recule, puis on a la forêt qui commence à avancer. Okay? Le territoire est en train de se dégager. Là, 10 000 ans, ben nous autres, on le sait, hein, c'est le début du lac Barlow, puis après ça, Ojibwe, puis après ça, ça va se libérer vraiment 8000 ans plus tard. Bon, la dernière phase du glacier, on est rendu à 9000 ans. Vous voyez que les palynologues ont quand même réussi à établir qu'il y avait une population. Okay? C'est ici qu'on nous dit que d'après les calculs des palynologues, ça prend à peu près 4000 ans partir d'un sol nu à une forêt qui correspond au climat, la forêt optimale pour le climat qu'on a. OK? On appelle ça le climax. OK? Mais si vous cherchez ça dans le dictionnaire, là, ou non, ils vont vous parler du cinéma, là, le point le culminant du film, là, c'est le climax. Mais en tout cas, moi, j'avais appris que c'était plutôt en lien avec la forêt et le climat. Okay? Donc, à peu près 4000 ans. Mais il ne faut pas nécessairement avoir attendu tout ce temps-là pour avoir une occupation de la faune. OK? Ça arrive un peu avant ça. Bon, alors que c'est assez clair comment la forêt est revenue progressivement, avec la faune, ça l'est un peu moins. On s'en doute, OK? Les premiers à arriver, c'est les insectes. OK? Ensuite, les oiseaux, les passereaux et toute cette gang-là, et les poissons, en taille progressive au fur et à mesure. Eux autres, le zooplancton, c'est correct. OK? Et le phytoplancton, et ça, c'est correct. Il y a l'esturgeon là-dedans qui est un énigme. Parce que, bon, en principe, c'est pas une espèce qui retourne à l'eau salée, mais assez rapidement, on trouve sur les sites les plus âgés des colliers et des présences, des pots d'esturgeon de grande taille. Comme s'ils avaient suivi le retrait du glacier ou comme si eux autres, ils n'avaient jamais été éteints. Ils auraient resté présents quelque part dans les zones les plus profondes des lacs encore existants. Il ne faut pas oublier que le lac Témiscamingue, il est extrêmement profond. Même encore, à l'heure actuelle, le fond du lac Témiscamingue est à une profondeur qui est en dessous du niveau de la mer. C'est pas salé, là, le lac Témiscamingue, là. Il est bien encastré, puis, OK. Puis le monstre se cache là, d'ailleurs. Mais il est très profond. OK? Donc, l'esturgeon est un énigme, mais l'esturgeon est présent assez rapidement. Ensuite viennent les petits rongeurs, les petits prédateurs, les oiseaux migrateurs et les rapaces.
c'est normal, on suit la chaîne alimentaire, OK, de la faune, autant les oiseaux et tout ça. Et puis, on a les grands herbivores, les grands prédateurs et finalement les omnivores. Ici, il y avait nécessairement, bon, assez rapidement, dans les grands herbivores, l'orignal et le caribou ont suivi assez rapidement. On n'a pas eu de rhinocéros laineux. Du côté de la Saskatchewan, ils en ont eu. Ils ont même eu un mammouth. Ils ont même eu un T-Rex, eux autres. Ouais. Non, nous autres, non. En tout cas, on n'a pas trouvé ces sites. Mais on a des grands prédateurs puis on a des grands herbivores. Okay? Chose étonnante, à un moment donné, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a trouvé sur les sites, des os, des morceaux de poterie, des pointes de flèches et tout ça. Et ce que nous disent les ostéologues, les gens là, qui vont vous dire quelle espèce c'est juste avec un petit bout d'os, là, ils vont vous dire que vraisemblablement, certains os de certains animaux appartenaient à une espèce qui est beaucoup plus grande que l'espèce actuelle. Les orignaux, les ours, des loups, des castors, plus gros, nettement plus gros que les animaux actuels. Pas aussi gros que les castors géants, les paresseux, puis tout ça, qui sont clairement identifiés là, du côté de la Saskatchewan. Mais peut-être quelque chose un peu entre les deux, mais nettement plus gros que les espèces actuelles. Okay? Mais on sait que, bon, par rapport au froid, plus l'animal est gros, plus sa capacité de se défendre du froid est bonne. Okay? Ça y demande moins d'énergie, moins d'exercice. Bon, une fois que la végétation, la faune est revenue, OK, les omnivores, que sont les hommes, ils peuvent suivre. OK? Quel lieu ils vont choisir? Bien, évidemment, ils vont commencer par choisir les plages. Pourquoi? Bien, c'est bien évident que quand tu voyages en canot d'écorce, OK, t'évites les roches, puis pour accoster, partir, aller te baigner et tout, une plage. C'est quand même pas mal intéressant. Là, j'ai pris une image LIDAR. OK? C'est des images qui sont disponibles sur Forêt ouverte, OK? Sur le site de Forêt ouverte. L'avantage, c'est que ça nous permet d'enlever complètement la végétation. On enlève la végétation, puis on voit le sol en dessous de la végétation. OK? Et juste pour vous montrer que des plages, on n'en manquait pas. OK? Bon, ici au parc Aiguebelle, ça, là, ici, là, on voit une trace, là. Ça, c'est la route pour se rendre au lac Sault. OK? Entre l'accueil puis le deuxième lac qui est sur le versant de la baie James, hein, le lac Sault. OK? Bien, il y a des lignes ici, OK? C'est bien évident que c'est des lignes de plage. OK? Ici, on est à Roulier, okay? Dans le secteur de la Moraine, OK? Et des lignes de plage, peut-être qu'au fond, elles ne sont pas très visibles, là, mais il y en a pas mal de ce côté-ci. OK? Donc, on choisissait d'abord des zones où il y avait des plages de sable. Ensuite, on y allait par stratégie. OK? Ils ne magasinaient pas les loyers, là, eux autres. Là, et, OK? Ils cherchaient la place la plus propice pour s'installer. Et nous autres, après ça, et c'était principalement mon rôle, moi, comme géomorphologue, qui assistait des archéologues, d'essayer de trouver les endroits où c'était le plus propice pour établir des sites nomades. OK? Des sites permanents, il y en avait très, très peu.
Mais quand il y en a eu, c'était vraiment plus vers la période historique. Okay? On choisissait d'abord les embouchures de rivières pour l'abondance du poisson. Surtout les rivières où il y avait de la fraie, ça assurait un approvisionnement à la bonne période qui servait de point de départ. Ensuite, on choisissait aussi des endroits stratégiques pour les portages. Okay? On s'installait sur une plage juste avant un portage. De toute façon, il fallait vider les canaux, il fallait s'installer. On s'installait là, puis après ça, ben, on pouvait rester le campement là, faire le portage, s'en aller sur un autre bassin, puis revenir. Ce qui était aussi intéressant, ce sont les zones basses, protégées des rigueurs du climat, donc souvent protégées des vents du nord et du nord-ouest, où la forêt est plus développée, puis le gibier est plus abondant du moment que la forêt est plus développée. Il y avait des zones sécuritaires aussi. On essayait que la zone soit sécuritaire, c'est-à-dire avec une bonne visibilité. Tu pouvais venir voir, tu pouvais voir arriver les gens et les voir partir. Mais isoler des menaces de toute nature, OK, je vous expliquerai tantôt là, que le corridor qu'on a principalement étudié était un corridor neutre, accepté de tous les clans pour transiter d'un bassin à un autre. OK? Il pouvait être en guerre en d'autres temps, mais sur cette voie-là, il ne l'était pas. OK? Mais on a trouvé des campements aussi sur des îles et c'est bien évident qu'ils étaient sur des îles pour des raisons de moins d'insectes ou sur des pointes qui sont très avancées sur les lacs, moins d'insectes. Mais aussi sur les îles, l'avantage, c'est que quand une partie du clan partait à la chasse, à la pêche ou à la cueillette de fruits ou de plantes, ben, on pouvait rester des gens au village avec ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, les enfants, les personnes plus inaptes au déplacement, et ils étaient plus en sécurité à ces endroits-là. Il y avait les lieux de cueillette aussi qui étaient intéressants et les sources de matériaux de construction. Bon, les populations, ou en tout cas les sites qu'on a étudiés, visiblement, il y avait encore la pratique de tentes recouvertes d'écorce de bouleau, pas nécessairement recouvertes de peau. Il y en avait. Les pots servaient aux portes là, aussi, là, aux entrées, mais de façon générale, ils construisaient des dômes, puis ils les couvraient d'écorce de bouleau. Les canaux aussi étaient faits en écorce de bouleau. Okay. Ça pouvait être des lieux de taille aussi, à proximité de roches qui pouvaient servir d'outils, de pointe de flèche et tout ça. Il y avait un troc entre les clans, entre les tribus, pour certains outils, mais quand il était pris à ne pas avoir la bonne pierre, la pierre la plus tranchante, qui venait souvent de l'extérieur de la région, ben il se contentait de roches régionales. Ou de poterie. OK? Là, poterie, il y a eu plusieurs essais avec l'argile locale, là, mais c'était pas bien bon. OK? Puis, comme il y avait des contacts l'hiver, ils se déplaçaient, puis ils allaient plutôt dans la région de Nipissing. Puis dans la région de Nipissing, il y avait des Hurons-Wendat qui, eux autres, là, la poterie, ils l'avaient. OK? Ils étaient bien bons là-dessus. Fait que, ils échangeaient des choses contre de la poterie. Mais on voyait que de temps en temps, OK, il ne devait plus rester de poterie, tout avait été cassé, une chicane de ménage, quelque chose de même, je sais pas. Ben, il s'en faisait quand même là, pour pallier entre-temps là, à faute de matériel. Il y avait les lieux de culte aussi qui pouvaient, ils se tenaient pas loin des lieux de culte et de cueillette de plantes médicinales. Bon, j'en ai choisi un au hasard, le mont Chaudron ou le mont Chamanis. OK?
Chamanis, c'est de l'Anishinaabe, mais Ojibwe, pas Abitiwini. OK? C'est de l'Algonquin, mais pas la même gang que, admettons, Lac-Simon, Picogan, tout ça. C'est plutôt des Ojibwe qui occupent plutôt du côté de l'Ontario. OK? Pour eux autres, ce mont-là, il s'appelait Chamanis. Les Anishinaabe, Abitiwini, ils venaient pareil sur le territoire, là. Mais ils n'avaient pas nécessairement nommé cette montagne-là. Okay? Évidemment, Chamanis, vous vous doutez bien d'où ça vient. OK? Ça vient de chaman. OK? Les chamans étaient des herboristes, surtout des guérisseurs. Là. Je pense, bon, OK? Il y avait peut-être des invocations. Puis on a découvert des endroits où, visiblement, il y avait broyé des champignons. Ça les aidait probablement à atteindre des états seconds. Et qu'est-ce qu'ils voyaient là-dedans, en état second? Mais en tout cas, ça avait de l'air être apprécié. Parce que, vous savez, il y a des gens dont la spécialité, OK, avec une pierre, tu leur envoies une pierre, puis tu leur demandes à quoi ça a servi. OK? Des mortiers, surtout. Puis ils sont capables de vous dire, ça servait à broyer du maïs. Mais du maïs, on n'en avait pas ici. Ils prenaient ça dans le coin des piscines. Mais ils s'en servaient aussi pour broyer certaines plantes, pour casser des os pour récupérer la moelle. Ils sont capables de tout dire ça. On pouvait leur envoyer aussi une pointe de flèche, OK, à d'autres spécialistes qui sont capables de vous dire si ce point de flèche-là a servi, puis qu'est-ce qu'il a tué? Un ours? Un caribou? Un chevreuil? Ça. Mais quand tu es Archéo 08, puis tu fonctionnes avec des subventions de recherche où ce que tu as de la misère à payer ton monde puis à faire tes campagnes, ben des échantillons, même tu n'envoies pas analyser des tonnes, hein, parce que ça coûte cher, très cher. OK? Fait qu'on s'assurait que la pointe qu'on prenne, là, elle avait encore un bout de babiche ou un bout d'une espèce de colle qui faisait avec de la résine, là, un bout de résine, pour savoir qu'elle avait vraiment servi. Bon, là, j'ai repris une carte du Mont Chaudron, OK? Pour vous montrer que, bon, ici, il y a un esquerre, qu'on le voit très bien. Ici, c'est moins évident, là, mais il y a une ligne de plage. Sur cette ligne de plage-là, j'ai fait un petit X ici, là, parce que on a trouvé un potentiel, mais le site, on n'a pas eu le temps de le fouiller. OK? Comme quoi qu'il y avait eu une occupation là. On a trouvé aussi au pied du Mont Chaudron, dans le secteur ici, essayez de le retrouver, non, où c'était clairement un site utilisé par les chamans, par les Manitou, pour faire des médicaments. Okay? Ici, le trait que vous voyez en noir, c'est la voie qu'a pris Pierre, le chevalier de Troyes, avec sa gang, des gros œillets d'Iberville, pour se rendre à la baie James, aller chasser les Anglais de les postes de traite. Okay? Ici, OK, on a un site qui a été beaucoup étudié, puis ce que je vais vous montrer tantôt, là, ça vient de là. OK, on a un autre là. On a un ici qui était sur cette voie-là. OK, et le site qui est ici sur le lac Buis, c'est un dolmen qui servait de cache de nourriture. Un homme pouvait rester là, mais il était recroquevillé pas mal. Mais c'était un endroit fantastique sur ce passage-là pour déposer de la nourriture, la cacher,
pour la prendre soit à l'aller, soit au retour. OK? Puis, c'était relativement facile de la fermer avec des roches pour pas que d'autres prédateurs, un ours ou quelque chose comme ça, aillent chercher la nourriture là. Le site qui est ici est à un endroit qu'on dirait assez stratégique. OK? Vous avez ici une faille qui a été remplie par les laves, mais à un moment où ça n'a jamais atteint la surface. Pour les géologues, on appelle ça un dike. C'est un dike de diabase. Mais quand ce dike-là s'est formé, il a métamorphisé les roches de chaque côté de la faille. Les mines, c'est à peu près le même principe. Hein? Ça crée des minéralisations, ça crée des concentrations de métaux, okay? De minerais. Mais ce dike de diabase-là, ici, là, vous avez les sentiers de notre ami José. Et de chaque côté de ce dike de diabase-là, vous avez de la stéatite. La stéatite, vous connaissez peut-être pas ça sous ce nom-là, mais c'est de la pierre à savon. OK? Donc, il y avait de la pierre à savon. C'est une pierre qui se travaille assez facilement avec des outils rudimentaires. Et il y avait d'autres éléments, comme être proche du mont Chaudron. OK? Le mont Chaudron a une particularité, je vais vous le montrer tantôt. Le tiers supérieur du mont Chaudron est constitué de strates sédimentaires rocheuses. C'est pas de la roche volcanique, c'est pas de la roche ignée, c'est de la roche sédimentaire, mais c'est de la roche sédimentaire dans un ciment silice. Quand vous faites du ciment, OK, le ciment, ce qui lie les éléments ensemble, c'est carbonate. C'est un ciment carbonate. Mais un ciment silice, ça se produit dans des conditions bien particulières. Et ça a rendu cette strate-là supérieure très, très dure, qui fait des cassures assez tranchantes pour devenir une zone, pour devenir un matériel de remplacement, pour faire des pointes, pour faire des grattoirs, pour faire des outils quand tu n'as pas accès à du silex, quand tu n'as pas accès à de l'obsidienne. Okay? Donc, on se servait de la couche supérieure du mont Chaudron. Il y en a aussi sur le bord du lac Buis, mais c'est jamais aussi bon que celle du mont Chaudron, là. OK? Je fais des farces, mais c'est parce que au mont Chaudron, je vous montrerai des photos tantôt, mais c'est évident que ça avait un impact sur les populations, OK? Un impact culturel et spirituel sur les populations. L'autre chose, c'est qu'au sommet du mont Chaudron, il pousse du genévrier. Et le genévrier, OK, la baie de Geneviève, à part de faire du gin avec, là, OK, ça, là, ça vous fait un sirop là, pour la toux, pour toutes sortes de choses là, exceptionnelles. Puis, il y avait d'autres plantes aussi, mais visiblement, on recherchait le genévrier. Puis, quand je vous dis qu'on était capable d'identifier qu'est-ce qui avait été broyé sur le mortier, ben ça nous a dit que dans certains cas, à part les champignons, là, OK, il y avait eu du genévrier de broyer avec du méric baumier, avec d'autres plantes. Donc, on savait que c'était une source de matériel pour les chamans, pour les guérisseurs. Okay? Bon, si vous doutez qu'une formation comme ça, qu'on appelle un Inselberg. Un Inselberg, c'est une formation qui émane de la vallée. OK? Mais cette formation-là, OK, elle n'est pas sortie de la vallée. C'est la vallée qu'on a creusée chaque bord de la formation. Parce que le chapeau, le champignon,
qui forme le sommet, c'est lui qui garantit que la montagne n'a pas été rasée par les glaciers, puis qu'il y a juste les côtés qui, finalement, se débitent. Le mont Raven, c'est la même chose. Les collines Kekeko, c'est la même chose, dans une moins grande mesure, pas dans la même forme, dans une forme plutôt allongée, mais le mont Chaudron, en fait, c'est parce que c'était une plaque, c'était un parapluie géant, OK, qui le protégeait. Donc, c'est la vallée tout autour qui a descendu. OK? Lui, il a toujours été à la même place. Okay? C'est un peu comme quand vous sablez du bois avec du papier sablé. OK? Puis là, il y a un nœud. OK? Frottez pas trop fort parce que tout le tour du nœud, ça va se creuser, mais le nœud, il se creusera pas. OK? Donc, au sommet du mont Chaudron, ça, c'est une photo que j'ai prise dans le livre de Mathieu Dupuis. OK? OK? Ça, c'est moi qui l'ai pris. OK? De notre camp. À peu près sur toutes les températures, le mont Chaudron, veut pas, ça inspire. Et ce qu'on sait, c'est que le mont Chaudron servait probablement aux chamans, mais les monts Kanasuta et la montagne du Lion étaient le lieu des apprentissages. Okay? Les apprentis étaient laissés au mont Chaudron, au mont Kanasuta et à la montagne du Lion, pendant que les chamans brevetés, okay, eux, allaient au mont Chaudron. Bon, quelques sites. OK? Donc, on a ce corridor-là ici, qui est le corridor de la rivière des Outaouais. OK? Quand on arrive à la jonction, quand on arrive au lac Témiscamingue, on a le choix de passer par la rivière Blanche et de remonter après ça par la rivière Raven, le lac Raven, le lac Buis, du lac Buis au lac Drapeau, le lac Drapeau au lac Durand, du lac Durand au lac Foudra, du lac Foudra au Passatica. OK? Puis du lac au Passatica, on prend le petit lac sur le bord de la route 117, là. OK? Puis à cette époque-là, il était plus haut. OK? Principalement en raison d'une dame de castor qui était là, qui tenait le niveau assez haut. Et par le ruisseau qu'il y a au bout, on arrivait à rejoindre assez rapidement le lac Kanasuta, le lac hein? Dassereau. Dessert. OK. OK. Donc, on sait qu'il passait par là. On a un cimetière, d'ailleurs, dans ce coin-là qui a jamais été mis en valeur. OK? Mais on sait qu'il y a un cimetière là, sur la ligne de partage des eaux. Okay? Où on passait par le lac des 15, par la rivière des 15. Mais ça ne s'appelait pas la rivière des 15 pour rien. OK? Il y a pas mal moins de rapides maintenant sur la rivière des 15. Là. Mais à cette époque-là, franchir la rivière des 15, il fallait pas y charger trop lourd. Hein? Okay? Donc, c'est pour ça que le chevalier de Troyes était passé par la rivière Blanche, puis avait monté par le lac, la rivière Raven, le lac Raven et tout ce passage-là. Okay? Mais il y a une gang, OK, et ça, c'est nos Anishinabés Abitiwini, surtout, qui ont passé par la rivière du Moine. OK? Puis, de la rivière du Moine, il y avait un lac ici qui a disparu maintenant, là, mais qui était finalement le plus grand lac qui reste de cette gang-là, c'est le lac Victoria, entre autres, là, puis le réservoir. Mais il y avait un lac qui était un petit peu plus grand, puis il passait par là. Donc, les Anishinabés d'Abitibi
eux autres, ils aimaient mieux ce corridor-là. Parce que ce corridor-là, ici, comme je vous ai dit, c'était un corridor neutre. Iroquois, Hurons, Algonquins. Les Cris l'utilisaient très, très peu. Les Cris restaient vraiment là, à la hauteur de la baie James. Les Inuits descendaient jamais. Okay? Mais ce corridor-là était considéré comme un corridor neutre. Okay? On retrouvait des installations temporaires, nomades, et des fois, pas toujours les mêmes sites. Okay? Qu'est-ce qu'on trouvait sur ces sites-là? Okay? Bien, ces sites-là, il fallait les étudier par étage. On faisait des quadrillés, mais on les étudiait étage par étage. OK? Parce qu'il n'était pas rare qu'un site ait servi à une population ou à un groupe plus ancien que celui qui était en surface, par exemple. OK? Donc, il faut l'étudier strate par strate. Puis strate par strate, on arrivait à dire, wow, la tente ici était pas mal plus grande, ils étaient plus nombreux, ils plantaient le piquet de cette façon-là, le foyer était là, la zone pour construire les pointes était là, il y avait des bouts de poterie, donc il y avait des contacts avec les Hurons-Wendat de Nipissing, parce qu'ils redescendaient l'hiver, eux autres, dans ce coin-là. Il restait quelques éclaireurs, il restait des gens peut-être plus hauts, mais c'était pas des campements permanents, faciles à trouver, mettons. OK? Donc, on fait un quadrillage, puis on y va strate par strate. OK? Tout le matériel, OK? Ça, c'est du matériel lithique, mais pas des pointes de flèche. Des percuteurs, des massues qui servaient à broyer des os, à différents usages. On avait des pointes de flèche, des pointes de lance. Plus la pointe est belle, est bien taillée, plus c'est ancien. Parce qu'à un moment donné, ils se sont aperçus que, il fallait courir après les flèches quand tu avais manqué la bête. OK? Puis en plus, elle se cassait. Fait que là, tu la retaillais. Puis à un moment donné, ils se sont aperçus que tu fais juste fendre le haut de ta flèche. Tu mets une pointe, plus ou moins taillée, puis tu t'en fous qu'elle n'atteigne pas la cible. Si elle atteint la cible, elle rentre, puis ça marche, ça fait sa job. Mais si elle la manque, on s'en sac, on en prend un autre, puis on n'essaye pas nécessairement de la récupérer. Fait que plus elle est bien taillée, plus il y a une belle encoche pour l'attacher après la flèche avec des tendons ou quelque chose comme ça, plus de la résine, plus c'est vieux. Il y a du matériel aussi fait en stéatite. Bien là, ils font des cônes et ils mettent ça, ils percent, puis ça sert à tenir les filets pour capturer le poisson en bonne position. Bon, la stéatite, ils faisaient des pipes aussi avec, là, parce que ils fumaient des herbes, et ils fumaient pour la paix, hein, évidemment. Mais ils se construisaient des pipes, okay, avec la stéatite. J'ai essayé avec une drill et avec tout ça, là. Pas eu trop de succès, mais eux autres, je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient, mais c'était bon. Et ils faisaient un manche avec du sureau, je pense. Mais ils servaient aussi du hart rouge pour faire le bec. Et vous aviez des os, OK? Et les os, ils étaient aiguisés, ça servait d'aiguille, ça servait de pointe de flèche aussi, ça servait à différents usages. Mais c'est en analysant ces os-là qu'on était capable de dire, oui, il y avait de l'orignal ici à cette époque-là, oui, il y avait du castor, oui, il y avait de l'ours, il y avait tel ou tel... et c'était des gros mangeurs aussi de coquillages. Tu sais, la moule d'eau douce, là, qu'on sac là, quand ça se pogne après nos hameçons, là, ben, eux, ils mangeaient ça. OK? Je sais pas comment, là, mais ils mangeaient ça.
OK? Donc, on trouvait des choses, là, mais en même temps, OK, la bordure d'une moule bien frottée, ça faisait un maudit bon grattoir. OK? Fait que ça avait différents usages. Ce que je vous ai pas mis ici, c'est les pointes en cuir natif. Parce qu'à un moment donné, il est apparu des pointes en cuir natif sur les sites. Okay? Mais ça, c'est venu un peu plus tard, puis les gisements étaient surtout du côté de Nipissing aussi. Mais il y en avait plus haut. Okay? Puis la poterie. Je n'ai pas mis d'exemple de poterie, là, mais tout ça pour dire que finalement, on regroupait toute cette information dans des tableaux, OK, où on énumérait tout ce qu'on avait trouvé, même des éclats qui démontraient juste que ça avait été un atelier dans ce coin-là et ainsi de suite. OK. Tout ça est très bien détaillé dans les rapports de fouilles, les rapports de recherche qui sont disponibles. On est venu à bout de les garder en région. Hein? Ils sont, on nous dit qu'ils vont les numériser bientôt, là, puis qu'ils vont être disponibles en format numérique, là, mais pour le moment, ils sont encore dans des caisses. OK? Mais ils sont à la bibliothèque du Cégep Université et la collection complète a été donnée au centre d'études autochtones. Bon, on arrive au tableau final, on arrive au tableau synthèse. Donc, vous avez les dates ici. Ma photocopie n'est pas terrible. Hein? Mon image n'est pas terrible. Mais on va vous dire qu'est-ce qu'il y a dessus, OK? OK? Ici, il y a les âges. On part de 6000 à aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, étant 1950. OK? Et ici, on a les périodes. Les plus anciennes, on parle de l'archaïque moyen, l'archaïque supérieur, le sylvicole moyen, le sylvicole supérieur, la période historique et la période contemporaine. Les cultures. OK? Ici, on a les Laurentiens, on a les post-Laurentiens, on a les Lauréliens, on a les Black Duck, on a les Maniwiniks, OK? Et on a les Anishinaabe. OK? Et on a des sous-cultures ou des phases ici. Et ça, c'est l'ensemble des sites fouillés par Archéo 08. Ça, c'est l'héritage d'Archéo 08 qui aurait eu 40 ans l'année passée. Okay? On est venu à bout de préserver la collection et on est venu à bout de préserver tous les rapports de recherche. Ils sont restés en région. Si on ne s'était pas battu, ils se seraient ramassés aux archives nationales à Gatineau dans une voûte. Consulte-moi après ça. OK? Donc, c'est resté en région. Qu'est-ce qui différencie chacun des groupes? Bien, ça va être certaines pratiques, l'usage de certains outils, l'apparition de la poterie, les motifs qu'il va y avoir sur ces poteries-là, l'entrée des outils en cuivre natif, les points et tout ça, la façon d'organiser les tentes, la façon de se nourrir, c'est tout ça qui va venir faire la différence entre une culture et puis une autre. Okay? Donc, c'est sûr que pour en savoir plus et avoir plus de détails, là, il faut que vous invitiez un archéologue. Okay? Parce que pour moi, là, j'ai pas mal fait le tour. Okay? Merci.